Bonjour, Jean-Marie Frein est intervenu dans le cadre des lundis philo du Pianoctel de Bouguenais sur le thème « La subversion est-elle encore possible ?» Mais qu'est-ce que subvertir ? Subvertir, c'est renverser l'ordre établi. C'est pourquoi j'évoquais immédiatement l'immense subversion qui nous vient du XVIIIe siècle et dont nous sommes tous les héritiers. C'est que si l'on prétend renverser l'ordre établi, encore faut-il s'entendre sur ce qu'est cet ordre établi que l'on qualifie de libéral, ou de néolibéral, selon le vocabulaire choisi. Or, les valeurs qui marquent les sociétés contemporaines sont des valeurs qui touchent à l'individu et à la liberté. Enfin, l'individu qui ouvre la voie de l'individualisme, mais l'individualisme peut être perçu en un sens aussi positif. Si l'on considère, par exemple, l'importance que prend dans nos vies la relation amoureuse, la valorisation de l'amour dans les sociétés modernes, il me semble que c'est lié à la valorisation de l'individu lui-même, puisque l'amour, par définition, est individualiste. On aime toujours une personne. Donc, l'ordre établi, c'est un ordre qui, aujourd'hui, subvertit le monde d'avant le XVIIIe siècle, qui mettait en avant plutôt la nature, la hiérarchie, etc. Il y a un thème, par exemple, que j'évoquerai tout à l'heure, qui me semble intéressant et qui nous rappelle à quel point nous sommes les héritiers d'une grande subversion. Alors voilà, je voudrais évoquer un petit événement qui semble anodin et qui se produit souvent en Europe pendant une période assez longue et qui me semble éclairer assez bien l'ordre dans lequel nous vivons aujourd'hui. Cet événement est le suivant. Nous sommes, alors je fais un bond de quelques générations, là je vais monter en 1545. Bon, nous sommes à la Renaissance, hein. Donc ça fait quelques siècles, quelques générations. 1545, des vandales sont convoqués au tribunal. Et ils sont convoqués parce qu'ils ont vandalisé un ensemble de vignobles, et les vignerons, pénalisés dans leurs biens, ont fait appel à la justice. On a donc envoyé un huissier qui a convoqué ces individus qui avaient vandalisé les vignobles. Ils ne se sont pas rendus au tribunal ce jour-là, mais ils devaient avoir un très bon avocat puisqu'ils ont malgré tout gagné leur procès. Et les vignerons ont été condamnés. Ils ont été condamnés plus tard à offrir à ces vandales un champ ou un terrain qui leur permettait de pouvoir poursuivre leurs activités. Pourquoi est-ce que j'évoque ce procès ? Parce que ceux qui sont jugés là, ceux qui ne se sont pas rendus au tribunal, ce sont des charançons. Des charançons. Des sortes de petits coléoptères. Jusqu'à très récemment, on jugeait encore les animaux dans nos tribunaux. En 1545 notamment, un procès avait eu lieu qui jugeait des charançons. Mais j'ai regardé un petit peu les choses de près là, pour ce soir, et à ma connaissance, le dernier procès d'animal qui a eu lieu en France, c'est 1792. Là, c'est un taureau. Celui-là n'avait pas eu de chance, il avait été condamné à mort. Évoquer ça aujourd'hui, c'est évoquer quelque chose qui nous paraît délirant, enfin, qui nous paraît hors de toutes nos catégories. Ce qui indique qu'il s'est passé quelque chose de très très important dont nous sommes les héritiers. C'est ce que j'appelle la grande subversion, là. Celle des Lumières en réalité, l'invention de la liberté de l'individu. Là, en l'occurrence, l'ordre que nous établissons est subversif au regard d'une pensée traditionnaliste. Puisque là, nous échangeons, je m'adresse à vous en tant qu'individu et vous vous adressez à moi en tant qu'individu. Et entre vous et moi, il n'y a rien d'autre que la relation que nous instituons. Mais ça n'est pas une relation à autrui qui est très courante, ça, dans le fond. Nous avons vécu pendant très très longtemps dans un monde où, entre les individus, il y avait toujours un troisième terme. La nature ou Dieu, par exemple. Et on ne pouvait pas envisager une relation à autrui qui soit une relation directe. Donc là encore, cet échange qui est le nôtre institue un ordre établi, mais un ordre établi qui est subversif au regard d'une approche traditionnaliste ou naturaliste des choses. Donc, vouloir être subversif aujourd'hui, très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Est-ce que ça veut dire croiser, le cas échéant, certaines thèses qui mettraient autre chose que l'homme en avant, la nature par exemple, ou un au-delà ? Moi, il me semble que le progrès des différents communautarismes qu'on peut observer ici ou là, le progrès du nationalisme aussi, c'est une manière de vouloir subvertir le présent, mais une manière évidemment profondément inquiétante. Alors évidemment, on m'objectera immédiatement que les altermondialistes, par exemple, ne sont pas dans ce registre-là. C'est vrai. Mais en même temps, la critique que l'on trouve dans ce cadre-là du monde marchand, c'est une critique, et de l'argent notamment, c'est une critique qu'on trouve chez un philosophe comme Platon ou chez Aristote, qui sont les théoriciens de ce qu'il y a eu de plus réactionnaire dans la pensée occidentale.
Donc mon propos n'est pas de juger ou de condamner, mais d'essayer de repérer la circulation des idées. Et il pourrait arriver qu'une idée apparaissant très progressiste, dans le fond, puisse avoir parfois une racine très très réactionnaire. Ce ne serait pas la première fois que ça arrive. Dans les années 80, moi c'était ma génération, quand j'étais étudiant, le thème mis en avant contre le nationalisme en France était le droit à la différence. Et je me suis très vite rendu compte, en tant qu'étudiant philosophique, que ce thème-là était un thème, dans le fond, d'origine nationaliste. C'était Barrès qui défendait le droit à la différence au moment de l'affaire Dreyfus, justement pour condamner Dreyfus. Donc, peut-être que c'est une approche philosophique qui imprègne ici mon propos. Il faut essayer de voir quel est très précisément le socle sur lequel on prend appui pour défendre telle ou telle idée. Et je dois dire que dans ce courant altermondialiste, qui présente évidemment un intérêt, qui met en question ce qu'il y a d'injuste dans notre monde, dans ce courant-là circulent des idées dont je ne perçois pas toujours très très précisément l'origine. Ce que vous lancez là, donc moi je le rattrape au vol, mais oui. Vous pouvez un peu l'expliquer, non ? Alors voilà, moi, là vous laissez des choses en suspens, là on peut pas. Alors peut-être qu'on peut formuler les choses ainsi. Si on part de ce que j'évoquais à l'instant, à savoir que la modernité, donc l'invention de l'individu et de la liberté, est le fruit d'une immense subversion, d'un renversement d'un ordre établi. D'un ordre établi que l'on prétendait enraciné dans la nature ou dans le divin. Si notre situation actuelle, c'est la situation d'un monde qui met en avant l'individu. Il n'y a pas à s'étonner, par exemple, de l'importance prise par l'argent dans les sociétés modernes. Comme le montrent bien les études qui ont pu être faites sur la question du don ou de l'échange économique, la différence entre un échange fondé sur le don et qui crée toujours une dette chez celui qui reçoit, et un échange marchand qui met en avant la monnaie, c'est que l'argent libère en permanence de toute dette. L'argent crée de l'individu, crée de la distance. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'argent c'est merveilleux et que c'est l'apanage du bonheur de l'homme, mais il n'y a pas à s'étonner de voir progresser les rapports marchands dans un monde où l'individu est devenu une valeur première. Donc la question que je pose est la suivante: est-ce que mettre radicalement en question le monde marchand, c'est aussi mettre radicalement en question l'individu? Est-ce qu'il faut renoncer à l'individu? Est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'on propose là, très précisément? Parce que deux voies sont possibles, comme je le disais à l'instant, ou bien subvertir le présent, c'est revenir à l'ordre établi du passé. Alors là, la subversion est profondément réactionnaire. Ou bien subvertir le présent, c'est créer un monde nouveau. Mais alors c'est quoi ce monde nouveau? Quel est son contenu? Quelle est la place de l'individu dans cet autre monde possible qui fait rêver parfois certains de nos contemporains? Voilà, il y a une ambiguïté. Ce que je vous propose ce soir, c'est d'entrer vraiment dans la question qui nous est posée. La subversion est-elle encore possible? Autrement dit, je vous invite à réfléchir sur la possibilité d'une impossibilité aujourd'hui d'une subversion digne de ce nom. Je me souviens d'une interview que j'avais lue il y a peu de temps, là, il y a dû y avoir un an ou deux. Alors, c'était un des responsables de ce monde d'échanges alternatifs. C'était en Argentine, là, à l'occasion de la crise argentine, donc ça s'est bien développé. L'origine de ces mouvements, si ma mémoire est bonne, c'est Vancouver, dans les années 80. Et puis là, on voit bien que ça... Et alors, ça se répand, ça progresse. Mais alors, la question qui lui était posée par le journaliste, c'était la suivante. Bon, vous proposez une modalité d'échange alternative, qui repose sur le troc, qui est une manière d'opérer un don contre don. Mais vous voyez bien que le libéralisme occupe le terrain et vous n'imaginez pas du jour au lendemain pouvoir substituer cette modalité d'échange au monde commerçant tel qu'il existe aujourd'hui. Et là, il répondait, c'est Carlos de Sanzo, si ma mémoire est bonne, il répondait non, je ne prétends pas du jour au lendemain pouvoir remplacer le monde marchand par cette modalité d'échange, mais il me semble qu'il est possible de créer des petites enclaves dans lesquelles cet échange alternatif pourrait exister. Et là, il prenait la métaphore suivante, des petites enclaves à la manière, par exemple, des réserves écologiques. Bon, alors là, philosophiquement, la métaphore m'intéresse, parce que la référence à l'écologie ici, c'est une référence à la nature. S'agit-il d'en revenir à une modalité d'échange qui mettrait en avant quelque chose qui est de l'ordre de la nature, par exemple les besoins naturels? Très bien, c'est la fonction première de l'échange. Mais la critique de l'échange marchand au nom d'un retour à un échange qui permettrait de mettre en avant d'abord la nature, c'est ce qu'on trouve chez Aristote. C'est la critique qu'Aristote fait de la crématistique dans sa politique. Mais on a le droit d'être aristotélicien. Ça ne me choque pas. Mais aristotélicien, c'est un théoricien profondément réactionnaire au regard de la modernité.
profondément réactionnaire. Donc ça ne me choque pas qu'on puisse adhérer à des idées aristotéliciennes. Ce qui me trouble plus, c'est quand on croise ces idées-là en étant convaincu d'être dans un registre qui pourrait être très progressiste. Voilà, c'est ce genre d'ambiguïté qui m'intéresse philosophiquement. Ça n'est pas le rejet ou la condamnation de tel type d'échange plutôt que de tel autre, ou la valorisation d'un mot plutôt qu'un autre, mais c'est ce type d'ambiguïté-là. Hein. Savoir précisément ce que l'on pense, pourquoi on le pense et quel type d'idée on met en avant. La référence à Aristote pour critiquer le présent, Aristote, quand même, on en retrouve l'écho chez les pères de l'Église, qui, au nom de la critique aussi de la marchandisation de toute réalité, condamnent la crématistique. Enfin, quand même, le premier, à ma connaissance, il y a un philosophe qui critique très bien ça, notamment la marchandisation du savoir, qui est un des thèmes là, d'actualité, la crainte de voir le savoir devenir une marchandise. Le premier qui critique ça très explicitement, c'est Platon. Lorsque Platon reproche aux sophistes de se faire payer pour leur enseignement. Mais ce qui conduit Platon à cette critique, c'est une référence, là encore, à la nature. Faire en sorte que chacun soit à sa place et engager une relation à autrui qui soit fondée sur des places naturelles. Et si le philosophe est philosophe par nature, évidemment, il n'a pas à vendre quoi que ce soit, puisqu'on ne peut pas vendre ce qui ne nous appartient pas. Donc, je ne dis pas que tous ceux qui critiquent, qui craignent la marchandisation du savoir sont platoniciens, mais j'indique philosophiquement que la critique de toute forme de marchandisation peut aussi s'enraciner dans une perception de l'homme et de la cité qui sont profondément réactionnaires. Profondément réactionnaires. Là, il peut y avoir des croisements d'idées assez étonnants, mais ce ne serait pas la première fois dans la modernité qu'on voit des idées circuler de manière étonnante. Enfin, je ne sais pas si on prend l'individualisme d'un Proudhon au XIXe siècle, on peut en voir des traces dans un certain libéralisme contemporain. Donc des idées circulent d'un bord à l'autre de la vie politique, mais peut-être que philosopher, c'est aimer les idées quand même, s'y attacher, les repérer, voir quel est leur contenu, et s'interroger sur la manière qui est la leur de penser le présent. En nous entraînant sur ces chemins, vous êtes à votre manière subversif ? Oui et non. Enfin, au regard des valeurs qui sont celles de nos sociétés démocratiques modernes, je ne suis pas tellement subversif. Je reste attaché à l'idée de liberté, d'égalité et d'individualité, au sens de la déclaration de 89. Le cadre de pensée qui est le mien, finalement, est assez proche de celui des Lumières, celui du XVIIIe siècle. Donc, dans cette mesure-là, ce n'est pas très subversif. En même temps, je crois que cette pensée-là est la racine de la grande subversion dont nous sommes les héritiers. Il me semble que voilà, c'est ça notre problème. Nous venons après. Après la grande subversion politique, après les grandes subversions artistiques, etc. Qu'est-ce qu'on fait après ? Mais tout le monde vient après. Oui, et celui qui vient après la tradition et qui commence à penser une société nouvelle au XVIIIe siècle, il a quelque chose à inventer. Arracher l'homme à la nature et à Dieu. Mais une fois qu'on a fondé l'État sur la nature, qu'on a tenté de le fonder sur Dieu et qu'à présent on a décidé de le fonder sur l'homme, quatrième possibilité m'intéresserait. Je n'en vois pas. Donc nous venons bien après. Quelque chose qui n'est pas un après comme le penseur du XVIIIe siècle qui venait après. Voilà une vraie difficulté, un vrai paradoxe pour une subversion contemporaine, une subversion aujourd'hui. Bon, il y aura bien quelqu'un qui fera avancer et fera que l'après interviendra après nous, quoi. Oui, je suis clair. Oui, là, il y aura un après, là, il n'y a pas de problème. Le temps va s'écouler. Et il y aura un après cet instant présent, mais en ce qui concerne la représentation de ce que peut être un ordre politique, je me répète, qui ne soit pas fondé sur la nature comme le voulait Platon, qui ne soit pas fondé sur Dieu comme l'ont voulu, je sais pas, Bossuet ou des théoriciens qui tentaient d'articuler Dieu et la nature, mais qui ne soit pas non plus fondé sur l'homme, comme nous le voulons aujourd'hui, mais je me répète, mais Dieu, la nature, l'homme, quelle est la quatrième possibilité ? Non, il y a une difficulté là, mais en même temps un intérêt à tenter de penser maintenant, aujourd'hui encore. C'est assumer le fait de venir après la grande subversion. Que fait-on de cet après-là ? Ce qui n'est pas toujours tentant de se dire encore révolutionnaire après cette révolution-là. Mais pour quelle révolution ? Pour quel au-delà ? Et nous venons là encore après le XXe siècle, où les tentatives d'au-delà de l'invention des droits de l'homme ont produit les échecs que l'on sait. Donc, très simplement, quand aujourd'hui nous voyons cette crise des valeurs dont chacun se fait l'écho, sur le plan moral, sur le plan politique, etc. Finalement, ce que l'on appelle une crise, est-ce que ce n'est pas tout simplement l'incapacité que nous avons à assumer le fait de venir après ? Jean-Marie Fray
est avec la complicité des lundis philo du Pianoctel de Bougnay, l'invité du magazine. Ce que l'on appelle une crise, est-ce que ce n'est pas tout simplement l'incapacité que nous avons à assumer le fait de venir après ? Le fait d'hériter de valeurs qui, après tout, pourraient bien avoir encore une valeur pour nous aujourd'hui. Mais il faudrait alors renoncer à être subversif. On peut opposer l'obéissance à la subversion ? Oui, mais tout dépend de l'obéissance. S'il s'agit de se soumettre à un tyran, l'obéissance là n'est que crainte, choix de la vie au détriment de la liberté. Si l'obéissance, c'est l'obéissance à la... Alors je vais paraphraser Rousseau, là, qui est un penseur pour le coup, alors vraiment subversif. Si l'obéissance, c'est l'obéissance à la loi que l'on se donne à soi-même en tant qu'être de raison, là, l'obéissance est à la fois subversive si l'on est dans un monde qui met en avant la nature ou l'au-delà et qui prétend soumettre l'homme à autre chose. Mais si on est dans un monde qui met en avant la liberté et l'individu, pas tellement subversif, ça pourrait même être assez peu enthousiasmant. Et pourtant, ça pourrait ressembler à la liberté. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue là, qui est de l'ordre de la liberté. Que veut-on ? Un monde de liberté ou un monde de bien-être ? Un monde de bonheur ou un monde où l'homme est au centre et où en droit il est libre ? Alors ceci étant dit, mon propos est à teneur philosophique. Il ne s'agit pas de nier le fait de la violence, de l'injustice, de la misère, des dégâts qui peuvent être commis par une société qui met en avant l'individu et qui pour le coup crée du désordre. Il ne s'agit pas de nier ça. Mais il s'agit alors, si l'on prétend améliorer le présent, de choisir ses références, les points d'appui qui sont les siens. Et si l'on choisit comme point d'appui l'individu et la liberté, on s'inscrit dans le résultat de la grande subversion du XVIIIe siècle. On n'est pas dans un au-delà qui est devant, un autre monde possible. On est dans une accroche qui est le monde réel. Il s'agit donc de partir du réel, et pas de s'échapper dans une espèce de possible qui, dans le fond, pourrait bien, je l'indiquais à l'instant, être ou bien progressiste, mais présenter les risques de une société révolutionnaire qui a montré ses limites, ou bien qui pourrait être subversif, mais alors au sens de la réaction. Donc voilà, l'obéissance dans un monde traditionnel, si cette obéissance, c'est l'obéissance à la loi que l'on se donne, si elle est liberté, elle est subversive. Dans le monde qui est le nôtre, finalement, paradoxalement, mettre en avant la liberté, pas tellement subversif. Quelle chance avons-nous ? Il faut qu'on se rende compte peut-être de la chance que nous avons de pouvoir revendiquer la liberté en apparaissant d'une certaine manière comme conservateur. Extraordinaire. C'est rarement arrivé dans l'histoire du monde à ma connaissance. Jean-Marie Fray, invité dans le cadre des lundis philosophiques du Pianoctel de Bougnay, vient de s'exprimer librement sur la question d'une possible subversion aujourd'hui. J'essaie de pratiquer l'exercice de la pensée philosophique, avec à la fois le plus de rigueur possible et le plus d'ouverture possible. Et de manière à faire en sorte que la philosophie puisse éclairer le mieux possible le présent, qui est à la fois le mien et puis le nôtre. Merci à Jean-Marie Fray pour sa libre participation à ce programme réalisé avec la complicité des lundis philo du Pianoctel de Bougnay.